Tu n'étais jamais censé le savoir, dit ma sœur quand je me présentais à la lecture du testament de grand-père sans être invité. C'était pour nous, pas pour toi. Je souris. Parce qu'en 10 minutes, l'avocat allait tout me remettre. Si vous m'aviez dit il y a un an que j'allais hériter de tout ce que mon grand-père avait construit, je vous aurais ri au nez. Parce que dans ma famille, je n'étais pas l'enfant chéri. Je n'étais pas le prodige. Je n'étais même pas le mouton noir. J'étais l'invisible. Vous savez, le gamin sur chaque photo de famille, coincé entre les frères et sœurs plus beaux comme une plante d'intérieur regrettable. C'était moi. Ma sœur Mathilde était le joyau de la famille. À 5 ans, elle faisait du mannequinat dans des concours locaux. À 15 ans, elle sortait avec un quarterback vedette dont les parents étaient riches. À 20 ans, elle influençait pour des produits de soins depuis des salles de bain d'hôtel qu'elle n'avait jamais payées. Moi, j'étais le plan B au cas où sa vie imploserait. Celui qui restait silencieux, se débrouillait assez bien pour ne pas attirer l'attention, et ne demandait jamais grand-chose. J'avais toujours supposé que grand-père me voyait de la même façon. Après tout, il n'avait jamais fait d'histoire à mon sujet comme il le faisait pour Mathilde. Quand elle a obtenu son diplôme du lycée, il lui a acheté une Jeep toute neuve. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, il m'a envoyé une carte qui disait « Tu l'as fait ». Pas d'argent à l'intérieur, juste un ticket de caisse de supermarché qu'il avait dû utiliser comme marque-page. Alors, quand grand-père est décédé, je me suis dit que je n'aurais rien. Je n'ai même pas reçu d'invitation à la lecture du testament. J'ai découvert que cela se passait parce que Mathilde avait posté une petite histoire suffisante sur Instagram, légendée, journée de l'héritage familial. Impatiente d'honorer l'homme qui a tout construit. Elle y tenait un café glacé, posant devant le cabinet d'avocat comme si elle s'apprêtait à signer un contrat de mannequinat. Mes parents se tenaient derrière elle, radieux. Personne ne m'a appelé. Personne n'a envoyé de message. Personne n'a même fait semblant de m'inclure. Je me suis assis dans mon petit appartement de Lyon ce matin-là, mangeant des céréales au-dessus de l'évier et j'ai réalisé qu'ils étaient tous réunis pour se partager les dépouilles d'une vie dont j'avais été délibérément exclu. Et vous savez quoi? Quelque chose en moi s'est brisé. Toutes ces années à être ignoré. Toutes les fois où on m'a dit, tu ne comprendrais pas. C'est pour la famille. Comme si j'étais un chien errant qui s'était égaré sur le perron. J'ai décidé à ce moment-là que j'en avais fini de les laisser m'écrire hors de l'histoire. Si grand-père ne m'avait rien laissé, tant pis. Je pouvais vivre avec ça. Mais je serais damné si j'allais les laisser faire comme si je n'existais pas. Alors, j'ai enfilé les vêtements les plus propres que j'avais, un jean noir, une chemise qui n'avait qu'un seul pli, et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Le cabinet d'avocat était dans un de ces immeubles avec des plaques en laiton poli, et une odeur qui criait « vieille fortune ». La réceptionniste a levé les yeux quand je suis entré, essayant clairement de savoir si j'étais perdu. « Je suis ici pour la lecture du testament de la succession Dupont, dis-je, la voix ferme. » Ses sourcils ont grimpé d'environ 1 centimètre. « Je suis désolé. Êtes-vous sur la liste ? » Je souris. Le même sourire poli et vide que ma famille m'avait donné pendant des années. « Je suis de la famille, dis-je. Et vous pouvez leur dire que je ne partirai pas avant d'avoir entendu ce qu'il a laissé. » Derrière elle, je pouvais voir la porte vitrée givrée menant à la salle de conférence. Des formes floues bougeaient à l'intérieur. Probablement mes parents, Mathilde, peut-être quelques cousins au second degré qui étaient venus, espérant un bon pactole. La réceptionniste a bougé sur sa chaise, clairement mal à l'aise. Je vais vérifier avec Maître Dubois. Elle a disparu derrière la porte, la refermant soigneusement derrière elle. Un instant, je suis resté là, dans le hall, les mains dans les poches, essayant de faire comme si mon cœur ne battait pas la chamade. 30 secondes plus tard, la porte s'est rouverte, et leur visage valait chaque kilomètre que j'avais parcouru. Ils me regardaient tous comme si j'avais éclaté en brandissant une machette. Ma mère, Dominique, a été la première à se reprendre. Elle a affiché son meilleur sourire d'hôtesse, celui qu'elle utilisait lorsque des voisins passaient à l'improviste. « Oh, dit-elle, la voix cassante. Tu es là. Pas de « non, salut », pas de « non, comment vas-tu ?» Juste une constatation de fait, comme si elle commentait le temps qu'il faisait. Mon père, Robert, n'a même pas pris la peine de faire semblant. Il avait juste l'air agacé, comme si j'avais gâché une fête surprise en existant.
Et Mathilde, chère, parfaite Mathilde, a croisé les bras et a levé un sourcil. Je croyais que tu avais dit qu'il ne viendrait pas, dit-elle à ma mère, sans même prendre la peine de baisser la voix. Je les ai ignorés et me suis tourné vers Maître Dubois, l'avocat. Il était plus âgé, avec le genre de posture qui suggérait qu'il avait affaire à des familles exigeantes depuis très, très longtemps. « Avez-vous une place pour moi ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête lentement. « Monsieur Dupont, bien sûr. Veuillez entrer. » La façon dont mes parents se sont agités sur leur chaise m'a tout dit. Ils avaient essayé de me tenir à l'écart, et Maître Dubois ne les avait pas laissés faire. Je me suis assis au bout de la longue table en acajou. Personne n'a bougé pour faire de la place, alors j'ai tiré une chaise supplémentaire du mur. Pendant quelques secondes, personne n'a dit un mot. Puis, Maître Dubois a éclairci sa gorge et a ouvert l'épais dossier devant lui. Comme je le disais avant l'arrivée de Monsieur Dupont, commença-t-il, votre grand-père a laissé des instructions très claires. Il a mis à jour son testament il y a 18 mois, en présence de moi-même et de 2 notaires. Il a fait des choix explicites concernant sa succession. Je jetai un coup d'œil à Mathilde. Elle souriait déjà d'un air suffisant, comme si elle savait exactement ce qui allait arriver. Elle pensait probablement que grand-père lui avait laissé la maison, les investissements, le vieux pick-up Ford qu'il aimait plus que toute personne, et peut-être que c'était le cas. Mais quand Maître Dubois a commencé à lire, j'ai su immédiatement que quelque chose était différent. À ma petite fille, Mathilde, dit-il, la voix ferme. Je laisse le contenu de mon atelier. Puisses-tu y trouver quelque chose d'utile pour apprendre à construire plutôt qu'à emprunter? Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Le sourire de Mathilde a vacillé. L'atelier, les outils de grand-père, et les projets à moitié finis. Elle n'y avait probablement jamais mis les pieds. Maître Dubois a continué, à ma fille Dominique et à mon gendre, Robert, je laisse ma collection de livres anciens et les photographies de famille. Ma mère avait l'air d'avoir avalé un citron entier. Rien sur la maison, rien sur les comptes, rien sur le terrain. Puis Maître Dubois s'est tourné vers moi. Et à mon petit-fils, dit-il, la voix s'adoucissant. Je laisse le reste de ma succession en totalité, la maison, le terrain, tous les actifs financiers et les avoirs restants, et le Ford F100 de 1969. Parce que tu t'es montré quand ça comptait. Le silence était de ceux qui auraient été drôles s'ils n'avaient pas été si lourds. Personne ne respirait. Personne ne bougeait. Mathilde cligna des yeux comme si elle ne pouvait pas traiter les mots. Mon père fit un bruit étranglé qui aurait pu être une protestation ou un halètement. La main de ma mère vola à sa gorge. Ceci doit être une erreur, dit-elle, la voix stridente. Maître Dubois ne s'y a pas. Aucune erreur. J'ai les documents signés ici, et les instructions de votre père étaient très spécifiques. Il souhaitait reconnaître la loyauté et le soutien de Monsieur Dupont. La chaise de Mathilde racla bruyamment quand elle se leva. C'est ridicule. Il a à peine rendu visite à grand-père. Je n'ai rien dit parce que nous savions tous les deux qu'elle mentait. J'étais là tous les week-ends, réparant la clôture, apportant des courses, écoutant grand-père raconter les mêmes histoires encore et encore. Elle était trop occupée à documenter ses retraites de bien-être et ses démonstrations de produits de soins sponsorisés. Maître Dubois me jeta un coup d'œil, puis de nouveau aux autres. Je suis désolé si c'est inattendu, mais les souhaits de Monsieur Dupont sont juridiquement contraignants. Les yeux de ma mère se posèrent sur les miens, son expression un mélange inquiétant de désespoir et de fureur. Pourquoi n'as-tu rien dit? Demanda-t-elle. J'ai incliné la tête, faisant semblant de réfléchir. Peut-être parce que je n'ai pas été invité. Et pour une fois, il n'avait pas de réponse astucieuse. Personne ne bougea. Pendant quelques secondes, le seul son fut la climatisation qui ronronnait au-dessus de nous comme si elle était aussi mal à l'aise que le reste de la pièce. Mathilde était toujours debout, une main manucurée sur la hanche comme si elle posait pour une photo qui, elle ne l'avait pas réalisée, la hantrait pour toujours. Ma mère clignait rapidement des yeux, essayant de digérer le fait que toute la succession venait de lui échapper. Mon père a finalement éclairci sa gorge. Ce n'est pas juste, dit-il sur le ton qu'il réservait habituellement aux employés de magasins qui refusaient ses coupons périmés. Maître Dubois ajusta ses lunettes. La justice n'est pas la norme. Votre père avait la capacité testamentaire et a fait ses choix en pleine connaissance de cause. La voix de Mathilde devint stridente. Il était vieux.
Il ne savait pas ce qu'il faisait. Je la regardais droit dans les yeux. Il savait exactement ce qu'il faisait. Parce qu'il savait. Grand-père n'était pas sénile. Il était délibéré, méticuleux. Le même homme qui classait son atelier par couleur et étiquetait chaque pot de vis avait écrit ce testament. Et il m'avait choisi. Mathilde se tourna vers mes parents, cherchant du renfort. Vous ne pouvez pas laisser ça comme ça. Ma mère parla finalement, la voix cassante. Nous allons le contester. Maître Dubois eut l'air imperturbable. Vous avez certainement le droit de déposer une contestation, mais je vous rappellerai que vous avez tous deux signé en tant que témoin de ce testament lorsqu'il a été finalisé. Vos signatures sont enregistrées, affirmant que votre père était saint d'esprit. Ce fut comme si quelqu'un avait lancé une grenade dans la conversation. La bouche de Mathilde s'ouvrit. Attendez, quoi? J'ai essayé de ne pas sourire. Mon père a regardé ma mère comme si elle l'avait trahi. Tu ne m'as pas dit que tu avais signé. Je croyais, bégaya-t-elle, me regardant, puis regardant Maître Dubois. Je croyais que c'était juste une mise à jour. Il a dit que ça ne changerait pas grand-chose. Mathilde fit un bruit étranglé. Alors, vous avez signé ça? Vous saviez qu'il allait le lui laisser? Je ne savais pas, ma mère claqua. Il a dit que c'était routinier. Je suis resté silencieux. C'était mieux de les laisser se battre entre eux. Maître Dubois éclaircit doucement sa gorge. Quoi qu'il en soit, vos signatures rendent toute allégation de capacité diminuée considérablement plus difficile à prouver. J'ai presque eu pitié. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu de chaque Thanksgiving que j'avais passé à la table des enfants pendant que Mathilde régnait avec ses faux amis. Chaque anniversaire qu'ils avaient oublié d'appeler. Chaque fois que mes parents disaient « Mathilde a des choses plus importantes à gérer », quand je demandais si elle allait rendre visite à grand-père, et la culpabilité s'est évanouie. Mon père se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il à Maître Dubois. « Bien sûr que non », dit calmement l'avocat, croisant les mains sur le dossier. « Mais en attendant, la maison et tous les actifs appartiennent à Monsieur Dupont. » Il se tourna vers moi. « Avez-vous des questions ?» J'ai dégluti. Juste ce qui se passe ensuite. Ensuite, dit-il, nous allons déposer les documents nécessaires pour transférer la propriété. Vous aurez également accès aux comptes et aux effets personnels de Monsieur Dupont. Le visage de ma mère était devenu pâle. Ces comptes? Oui, dit Maître Dubois, la regardant brièvement avant de reporter son regard sur moi. Votre grand-père a laissé un portefeuille substantiel. Il a spécifié que tous les actifs liquides devaient vous revenir, moins une petite fiducie pour les dépenses éducatives de Mathilde. La tête de Mathilde se redressa brusquement. Dépenses éducatives? J'ai 26 ans. Maître Dubois ne s'y a pas. La formulation était très claire, au cas où elle déciderait un jour de finir ce qu'elle commence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait vraiment crier. Au lieu de cela, elle a tourné les talons et est sortie en claquant, ses talons résonnant sur le carrelage comme un point d'exclamation. Mes parents la suivirent, mon père marmonnant quelque chose à propos de « petit bâtard ingrat ». Je n'ai pas tressailli parce que pour une fois, ce n'était pas moi qui étais renvoyé. C'était moi qui détenais les clés. La pièce sembla étrangement calme après leur départ. Maître Dubois ferma le dossier avec un bruit sec et le posa doucement devant moi, comme si je risquais de m'enfuir s'il bougeait trop vite. « Monsieur Dupont, dit-il, je me rends compte que c'est beaucoup. » C'était un euphémisme. 3 heures auparavant, je mangeais des cornflakes génériques au-dessus de l'évier, convaincu que je n'obtiendrais rien. Maintenant, je possédais tout ce que mon grand-père avait construit. Et tous ceux qui avaient passé des années à m'ignorer devaient me regarder ramasser les morceaux. J'ai pris le dossier et l'ai ouvert, les mains légèrement tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des copies du testament, des relevés d'actifs et une liste d'instructions que grand-père avait laissées. L'une d'elles était manuscrite. Je l'ai sortie. Ce n'était qu'une courte note sur du papier ligné simple plié en deux. S'ils ne t'ont pas invité, c'est parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Ne les laisse pas te faire honte d'accepter ce que tu as gagné. Grand-père. J'ai cligné des yeux, essayant d'éclaircir ce voile devant mes yeux. Maître Dubois attendait patiemment. Après un instant, j'ai remis la note dans le dossier et j'ai levé les yeux. Que dois-je faire?
Nous allons commencer par transférer l'acte de propriété, dit-il calmement. J'aurai les formulaires préparés aujourd'hui. Vous devrez également signer des documents pour prendre le contrôle des comptes d'investissement. Je recommande de retenir un conseiller financier pour vous aider à naviguer dans le portefeuille. Votre grand-père avait des avoirs substantiels, principalement conservateurs, mais aussi quelques investissements à haut rendement. Mon cerveau avait l'impression de court-circuiter, acte de propriété, portefeuille, fiducie. Cela ne semblait pas réel. J'avais passé toute ma vie à être le plan B, le gamin dont tout le monde supposait qu'il resterait petit pour qu'il puisse se sentir grand. Maintenant, j'étais celui qu'il devait appeler. Maître Dubois hésita. Je dois également vous informer que votre famille pourrait tenter de contester le testament. Vous devriez être préparé. J'ai hoché la tête lentement. Je le suis. Parce qu'au fond, j'avais toujours su. Si jamais j'obtenais quoi que ce soit, ils essaieraient de le prendre. Mais cette fois, ils ne le pouvaient pas. Je me suis levé et j'ai serré la main de Maître Dubois. Il n'a pas souri, mais son expression s'est adoucie. Votre grand-père était fier de vous, dit-il. Il parlait souvent de vous. Je ne me suis pas fait confiance pour répondre. J'ai quitté le bureau avec le dossier sous le bras, suis sorti au soleil éclatant et ai pris une profonde inspiration. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de pouvoir vraiment me tenir droit. Quand je suis rentré, mon téléphone vibrait déjà. 3 appels manqués de ma mère, 2 de mon père, un SMS de Mathilde, profitant tant que tu peux. Ça ne tiendra pas. Je les ai tous ignorés. Au lieu de cela, j'ai appelé mon patron à l'entrepôt où je travaillais 40 heures par semaine pour à peine joindre les 2 bouts. Salut, Julien, ai-je dit quand il a décroché. Je ne viendrai pas lundi. Un silence. Tu vas bien, mec? Oui, dis-je, la voix ferme. En fait, pour une fois, je crois que oui. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse poser d'autres questions. Puis je me suis assis sur mon canapé affaissé, j'ai posé le dossier sur la table basse et je l'ai juste regardé. C'était là. La preuve que je comptais pour quelqu'un. La preuve que le fait de me montrer quand personne ne remarquait avait signifié quelque chose. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite. Je ne savais pas comment être la personne qui héritait du travail de toute une vie. Mais je savais ceci. Je n'allais pas les laisser m'intimider pour m'en priver. Pas cette fois. Je n'avais pas l'intention d'aller à la maison ce soir-là. Mais vers minuit, quand je ne pouvais toujours pas dormir, j'ai pris les clés du dossier et j'ai conduit. C'était à près d'1 heure de Lyon. Les routes étaient vides et sombres, exactement comme grand-père les aimait. Il disait, rien de bon n'arrive sur une autoroute bondée. Quand je suis arrivé, la lumière du Porsche était allumée. Il la laissait toujours allumée, même quand il savait qu'il ne reviendrait pas. La première chose que j'ai remarquée en montant sur le Porsche, c'est l'odeur. Vieux bois, air pur et la plus légère trace de l'huile moteur qu'il gardait dans le garage. J'ai déverrouillé la porte. La clé a tourné sans résistance. Et juste comme ça, j'étais à l'intérieur. Le salon n'avait pas changé. Les mêmes fauteuils usés. Le même canapé bleu délavé avec la couverture qu'il ne laissait jamais laver. La cheminée était garnie de photos, la plupart de Mathilde. Mais caché derrière l'un de ses portraits de diplôme se trouvait un cadre plus petit que je n'avais jamais vu. C'était une photo de moi, à 10 ans, tenant un nichoir tordu que j'avais construit. Grand-père avait une main sur mon épaule, souriant comme si je venais d'inventer le feu. Je l'ai pris, la gorge serrée. Toutes ces années, je pensais qu'il ne me remarquait pas. Peut-être que je me trompais. J'ai reposé la photo soigneusement. Puis j'ai parcouru les pièces une par une. La cuisine avait toujours le pot de menthe qu'il gardait pour les invités. Le couloir arrière sentait la sueur. Quand je suis entré dans le bureau, j'ai failli faire demi-tour et partir. Le bureau était empilé de papiers, de relevés bancaires, de lettres, de notes griffonnées. Mais ce qui m'a arrêté, c'est l'enveloppe posée soigneusement au centre. Mon nom sur le devant. Je l'ai ouverte avec des mains qui ne voulaient pas se calmer. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier. Si tu es là, ça veut dire qu'ils ont essayé de t'exclure, mais que tu t'es quand même présenté. Tu l'as toujours fait. Cette maison est à toi maintenant. Fais en quelque chose de bien. PS, le vieux camion roule toujours.
Il a besoin d'une nouvelle batterie. J'ai laissé le manuel dans la boîte à gants. J'ai ri, mi-sanglot, mi-soulagement, et je me suis affalé sur la chaise de bureau. Dehors, le vent bruissait dans les arbres. Personne ne savait que j'étais là. Personne ne pouvait me dire de partir. C'était la première fois de ma vie que le silence ressemblait à la paix au lieu d'une punition. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le canapé, la lumière du soleil inondant le parquet. Mon téléphone avait 17 appels manqués. Des messages vocaux aussi. Je n'en ai écouté aucun. Au lieu de cela, j'ai fait du café dans le vieux percolateur que grand-père jurait être le seul à faire le café comme il faut. Et quand la caféine a finalement apaisé mes pensées, j'ai appelé Maître Dubois. « Je suis ici », lui ai-je dit. « Je vois », dit-il avec douceur. Ils ont été en contact. Je n'ai pas demandé qui. Je n'avais pas besoin de le faire. Je ne partirai pas, dis-je. Compris. Il fit une pause. Il y a autre chose, ajouta-t-il. Votre grand-père a placé un coffre-fort à votre nom. Je peux vous rencontrer à la banque pour le récupérer. Mon cœur fit un drôle de petit bond. Qui a-t-il dedans? Il soupira. Il n'a pas dit, juste que vous savez quoi faire. Bien sûr, il n'avait pas dit. C'était grand-père. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour du salon. La maison n'était pas un prix. Ce n'était pas un levier. C'était une déclaration. J'avais toujours été là. Et maintenant, il devrait venir me voir s'il voulait quoi que ce soit. Le trajet jusqu'à la banque semblait surréaliste. Il y a une semaine, je me demandais si je pouvais me permettre de nouveaux pneus. Maintenant, j'entrais dans un bureau de banque privée avec un avocat à mes côtés. Maître Dubois m'a rencontré dans le hall. Il avait exactement la même apparence qu'il avait eue dans la salle de conférence, imperturbable, légèrement ennuyé, et habillé comme s'il était facturé à la minute. « Prêt ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête. Nous avons été conduits dans une petite pièce bordée de coffres-forts. Un directeur de banque en costume bleu marine a déverrouillé le coffre 211 et me l'a fait glisser. Il était plus lourd que prévu. À l'intérieur, j'ai trouvé deux choses. Premièrement, une épaisse enveloppe scellée avec mon nom dessus. Deuxièmement, une petite pochette en velours noir. Maître Dubois leva un sourcil. Dois-je sortir? J'ai secoué la tête. J'ai d'abord sorti l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une pile de documents, titres de propriété, informations de compte, une lettre détaillant les actifs restants de grand-père, avec des détails minutieux. Aucune surprise. J'étais sur le point de la refermer quand j'ai remarqué un morceau de papier jaune glissé entre deux relevés de compte. C'était une autre note de la main de grand-père. S'ils viennent frapper, souviens-toi que tu ne leur dois pas ce qu'ils ne t'auraient pas donné. Laisse-les porter leurs propres regrets. J'ai dégluti difficilement. Puis j'ai ouvert la pochette. En est sortie une vieille montre de poche en argent. Je l'ai reconnue instantanément. La montre de grand-père, celle qu'il portait tous les jours de sa vie. Je ne l'avais jamais vue sans elle. Elle était gravée au dos, le temps est ce que tu en fais. J'ai serré ma main autour d'elle, sentant quelque chose se calmer dans ma poitrine. Quand j'ai levé les yeux, Maître Dubois me regardait avec une expression pensive. Il voulait que vous l'ayez, dit-il doucement. Oui, dis-je, la voix rauque. Je sais. Au moment où je suis rentré à la maison, j'avais manqué une douzaine d'autres appels. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai porté la montre à l'étage et l'ai posée sur le bureau. 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. Je savais avant même de regarder qui ce serait. Ma mère. Elle se tenait sur le porche dans un cardigan rose pâle, le genre qu'elle portait quand elle voulait avoir l'air inoffensive. Son sourire était cassant. « Chérie, on peut parler ?» Je n'ai pas ouvert la moustiquaire. « À propos de quoi ?»« À propos de tout ça, » dit-elle, désignant vaguement la maison comme si c'était une erreur qu'elle prévoyait de réparer avec une voix ferme et un câlin. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé à nouveau. « Ta sœur est très bouleversée. Nous le sommes tous. Ce n'est pas ce que ton grand-père aurait voulu. » J'ai levé un sourcil. Il l'a écrit. Sa bouche s'est resserrée. Il était vieux, confus. Tu sais ça.
J'ai pensé à la note dans le coffre-fort. Laisse-les porter leurs propres regrets. Maman, dis-je calmement. Tu m'as laissé en dehors de la lecture du testament. Tu ne m'as même pas dit qu'il était décédé avant que je ne le voie en ligne. Ses yeux ont vacillé. C'était une période difficile. Pas trop difficile pour toi d'inviter Mathilde. Elle a dégluti, détournant le regard. Ta sœur a toujours été plus fiable. J'ai senti quelque chose en moi s'immobiliser. C'était ça. La vraie vérité. Je n'étais pas le fiable. J'étais l'oublié, jusqu'à maintenant. Elle a soupiré, pressant une main sur sa poitrine. Léo, s'il te plaît. Nous pouvons trouver un arrangement. Peut-être une répartition. La justice pour tous. Tu veux que je le partage, ai-je demandé. Bien sûr, dit-elle rapidement, le soulagement inondant son expression. Tu sais que ta sœur a sa start-up. Elle pourrait vraiment utiliser. J'ai levé une main. Non. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. Non, c'est ça, dis-je. Non. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es déraisonnable. Non, dis-je calmement. Je suis juste enfin honnête. Ses yeux se sont rétrécis. Ce n'est pas fini. J'ai souri, le même sourire poli et vide qu'elle m'avait donné toute ma vie. Je sais. Et j'ai fermé la porte. Pendant 2 jours, mon téléphone est devenu un instrument de guerre psychologique. Des messages vocaux de mon père, sa voix oscillant entre détachement glacial, ressentiment bouillonnant et diplomatie forcée. Des SMS de Mathilde qui donnaient l'impression qu'elle avait avalé un thésaurus de manipulation, cela déchire la famille. Ne te soucies-tu pas de ce que cela nous fait paraître? Grand-père n'aurait jamais voulu ces querelles. Quand elle n'a pas eu de réponse, elle est passée aux insultes, tu es juste mesquin. Tu ne mérites rien de tout ça. Je n'ai pas répondu parce que c'est ce qu'il voulait, que je sois celui qui craque le premier. Le matin où tout a éclaté, je me suis réveillé avant l'aube, incapable de me débarrasser du sentiment que quelque chose allait arriver. Je me suis assis à la table de la cuisine avec la montre de grand-père dans la paume, traçant les mots gravés encore et encore. Le temps est ce que tu en fais. Vers le milieu de la matinée, j'ai entendu des pneus sur l'allée de gravier. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le SUV noir de mon père s'approcher comme s'il reprenait possession du territoire. Je savais que Mathilde était à l'intérieur avant même que la porte ne s'ouvre. Bien sûr, elle est sortie la première, vêtue comme si elle se rendait à une médiation d'entreprise, un blazer marine impeccablement pressé, les cheveux relevés en un chignon parfait. Mon père a suivi, le visage marqué de cette expression que je connaissais trop bien, impatience teintée de dédain. J'ai attendu qu'ils sonnent, mais ils ne l'ont pas fait. Au lieu de cela, mon père a monté les marches du Porsche et a frappé une fois, sec et autoritaire, comme s'il s'attendait toujours à ce que je réponde comme un enfant grondé. J'ai ouvert la porte juste assez pour les regarder. Il n'a même pas pris la peine d'être aimable. Léo, dit-il calmement. Nous devons parler. De quoi, ai-je demandé, appuyant mon épaule contre le cadre de la porte. De cette absurdité, dit-il, désignant la maison comme si c'était un achat embarrassant que j'avais fait sur un coup de tête. Tu sais que ça ne peut pas durer. Mathilde a décalé son poids, serrant son téléphone comme si elle était sur le point d'enregistrer la rencontre au cas où elle aurait besoin d'un extrait sonore pour la pitié plus tard. Tu ne sais même pas ce que tu fais, a-t-elle ajouté, la voix au perché. Tu réalises les coûts d'entretien à eux seuls? Tu vas te noyer dans les taxes. Je m'en sortirai, ai-je dit. Tu penses que c'est une victoire, claqua mon père. Mais ce n'en est pas une. C'est un passif, et tu vas ruiner tout ce que ton grand-père a construit. Je l'ai étudié un instant, observant les rides autour de sa bouche, la raideur de ses épaules. Drôle, dis-je doucement. Je pensais qu'il avait construit cela pour lui-même, et il me l'a laissé. Mathilde s'est rapprochée, essayant d'adoucir sa voix. Tu n'es pas raisonnable. Tu es émotionnel. Mon rire fut court et froid, et toi, tu es opportuniste. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Mon père a regardé autour du Porsche comme s'il l'évaluait déjà pour la revente. Cette propriété a toujours été destinée à rester dans la famille, dit-il. Je suis de la famille, dis-je. Il a ignoré cela. Nous sommes prêts à te faire une offre équitable. Tu peux la prendre.
Partir avec plus que tu n'as jamais eu et prendre un nouveau départ. Un nouveau départ, ai-je répété. De quoi exactement? Il hésita. Du ressentiment que tu portes. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine durcir. Tu veux dire le ressentiment que j'ai gagné chaque fois que tu as fait semblant que je n'étais pas là. Mathilde a dégluti. Écoute, pouvons-nous juste arrêter de nous battre? Nous sommes tous fatigués. Nous avons tous traversé assez d'épreuves. Cette maison, elle nous appartient à tous. Non, dis-je, ce n'est pas le cas. Pendant un battement de cœur, personne ne parla. Puis mon père fit un signe de tête à Mathilde. Elle fouilla dans son sac et en sortit une enveloppe. Elle était épaisse, trop épaisse pour être quelque chose de décontracté. Il la lui prit et la tendit comme un rameau d'olivier trempé dans du poison. C'est une offre, dit-il doucement. 7 chiffres en euros, transfert de titre clair. Tu signes et nous n'aurons plus jamais à parler de ça. Je ne l'ai pas prise. Tu penses que c'est une question d'argent, ai-je demandé, la voix plate. N'est-ce pas, rétorqua Mathilde, le visage pincé. Non, dis-je, c'est une question d'être enfin vu. La bouche de mon père s'est pincée en une ligne dure. Tu fais une erreur. J'ai levé les sourcils. Je pensais que les erreurs étaient votre spécialité. Il inspira brusquement. Le visage de Mathilde rougit. Tu as toujours été égoïste, cracha-t-elle. Tu penses que tu es le seul à l'avoir aimé? Tu penses que tu es le seul à mériter quelque chose? Non, dis-je, mais je suis le seul qui s'est montré. Sa bouche s'est ouverte à nouveau, mais rien n'en est sorti. J'ai pris l'enveloppe des mains de mon père, je l'ai retournée dans ma main, puis je l'ai posée soigneusement sur la balustrade du porche. Vous pouvez la reprendre, ai-je dit. Je ne vends pas. La mâchoire de mon père se serra si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Tu le regretteras, dit-il. Sa voix était douce, presque pleine de pitié. Un jour, tu souhaiteras avoir écouté. J'ai regardé au-delà d'eux, vers le champ au-delà de l'allée, la rangée d'arbres que grand-père avait plantés il y a 50 ans. Non, dis-je doucement. Je ne crois pas. Et j'ai fermé la porte. Je suis resté là longtemps, la main posée sur la poignée, le cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. C'était la première fois que je leur disais non, et c'était comme enfin respirer après des années sous l'eau. Quand leur voiture a finalement reculé sur l'allée, j'ai regardé par la fenêtre avant. Mathilde gesticulait sauvagement sur le siège passager, se plaignant probablement que je les avais embarrassés. Mon père n'a même pas regardé en arrière. Tant mieux. Je n'avais plus besoin qu'il me regarde. Cet après-midi-là, je me suis assis sur les marches du porche avec la montre de grand-père dans ma main, écoutant les cigales chanter dans les arbres. L'endroit me semblait déjà différent, plus léger, en quelque sorte. Il m'a frappé que c'était ce qu'il avait voulu depuis le début, non pas seulement que j'hérite de sa maison ou de sa terre, mais que j'hérite de la liberté qu'il avait passé sa vie à gagner, et peut-être enfin, d'arrêter de m'excuser de prendre de la place. Mon téléphone vibra sur la balustrade. Un nouveau message vocal. Je n'ai pas reconnu le numéro au début. Quand je l'ai écouté, ma poitrine s'est serrée. C'était tante Catherine, la sœur de grand-père. Léo, dit-elle, sa voix rauque mais gentille. J'ai entendu ce qui s'est passé. Ton grand-père, il était fier de toi. J'espère que tu le sais. Il y eut une longue pause. Et je suis fier de toi aussi. Tu mérites cela. Tout. Appelle-moi si tu veux parler. J'ai dégluti difficilement et j'ai sauvegardé le message. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais eu besoin que quelqu'un, n'importe qui, le dise à voix haute. Ce soir-là, j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. J'ai laissé la brise de fin d'été circuler dans les pièces. J'ai préparé le dîner dans la cuisine de grand-père pour la première fois. Quelque chose de simple, des pâtes, du pain à l'ail et une bouteille de vin rouge bon marché. Pas de service de table chic. Pas de conversation polie. Juste moi, le calme, et l'odeur réconfortante du vieux bois et de l'air frais. Quand la nourriture fut prête, je me suis assis à la table de la cuisine, celle où grand-père s'asseyait avec son grand livre de contes, et j'ai versé un verre de vin. Je l'ai levé en l'air comme s'il était en face de moi. À se montrer, ai-je murmuré, même quand personne d'autre ne le fait. Après le dîner, j'ai parcouru la limite de la propriété.
L'herbe était haute le long de la clôture, mais le coucher de soleil attrapait chaque brin et le transformait en or. Debout là, je pensais à toutes les fois où j'avais attendu qu'ils m'aiment comme ils aimaient Mathilde. Les années que j'avais passées à essayer d'être plus facile, plus silencieux, plus arrangeant, et comment rien de tout cela n'avait jamais été suffisant. Mais ceci, cette maison, cette terre, cet héritage était la preuve que parfois, être simplement soi-même est tout ce dont on a besoin. Quand je suis rentré, j'ai trouvé l'enveloppe qu'ils avaient laissée sur le porche. Cette chiffre en euros, ils avaient offert, comme si l'argent était un remède à tout ce qu'ils n'avaient jamais donné. Je l'ai glissé dans le poêle à bois, j'ai allumé une allumette et je l'ai regardé brûler. Les flammes ont vacillé, vives et chaudes, recroquevillant le papier en cendres. Quand ce fut parti, j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de colère, pas de tristesse, juste du soulagement. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui inondait le sol du salon. J'ai fait du café et me suis assis sur les marches du porche, la montre chaude dans ma paume. Et pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas que quelqu'un d'autre décide que je comptais. J'ai décidé pour moi-même. Je ne savais pas ce qui viendrait ensuite, mais je savais ceci. Je ne partais pas. Je ne m'excusais pas. Et je n'étais pas à vendre.